Bonjour tout le monde, Monsieur le maire et préfet de la MRC, chers partenaires et amis, évidemment membres des médias. Ça me fait plaisir de vous recevoir au nom du Conseil régional de l'environnement pour vous parler évidemment du projet Préservons l'emploi de Moisy, en fait qui se clôture avec cette activité aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Caron, je suis directeur du Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord depuis quelques années maintenant. Mais avant de vous parler du projet, puis je sais que je suis en compétition avec des belles images, puis je ne suis pas si beau que ça, mais il va y avoir d'autres images tout à l'heure. Marie-Michel va vous présenter les résultats. Vous allez voir que c'est un projet qui a quand même généré beaucoup d'activités, beaucoup de partenariats. C'est un projet qui était, je vais vous dire, assez complexe à gérer avec le nombre de partenaires et de tout. Et je vais vous parler du travail de mes coéquipiers puis de mon équipe tout à l'heure. Moi, je n'ai pas fait grand-chose là-dedans, mais je l'ai fait surtout du changement de budget, du défaire des budgets, refaire des budgets, associer des dépenses à des partenaires, etc. Donc, ça a été quand même du sport, le plus sportif qu'on peut avoir dans un bureau, dans un contexte de bureau. Je vais me permettre quand même de vous introduire les partenaires du projet parce qu'il y en a beaucoup, comme je le disais, des partenaires importants sans lesquels on n'aurait pas pu faire ce projet-là. Il y a évidemment deux partenaires principaux, la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, qui est représentée ici par Mme Julie Dubé, qui est chef des relations avec le milieu territoire Côte-Nord pour Hydro-Québec. Le deuxième partenaire principal, c'est le programme Écoaction d'environnement et changement climatique Canada, qui est représenté par M. Jean-Michel Véraud, agent de programme principal. Il y a également trois partenaires majeurs, la MRC de Cette-Rivière et la ville de Sept-Îles, représentés par M. le maire et préfet de la MRC, M. Régent Porlier. La Fondation de la Faune du Québec, qui malheureusement ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. 7 autres partenaires, Mountain Equipment Co-op, Aluminerie Alouette, représenté par M. Sébastien Scherer. Sébastien, je vais dire un titre que je pense qu'il tient, mais tu pourras me reprendre. Responsable santé et environnement chez Alouette. L'éco-patrouille de la MRC de Cette-Rivière, représentée par Mme Caroline Cloutier, conseillère en environnement à la MRC. Le Musée régional de la Côte-Nord. Emploi et ressources humaines Canada, Emploi d'été Canada pour les étudiants. Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour une subvention salariale. Mais il y a aussi un partenaire très important que je me voudrais d'oublier, le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe, qui est représenté par Mme Sarah-Émilie Hébert-Marcoux. Les employés du Comité ZIP, évidemment, nous ont aidés par leur expertise, leur expérience passée, tout ce qui est leur connaissance au niveau de la restauration des milieux côtiers. On est vraiment très contents de ce partenariat-là. Puis, on veut aussi mentionner un important appui, celui de ITUM, évidemment, le conseil de bande des Inuits de Uashat-Mayut-Tenam, qui nous a appuyés aussi de diverses façons durant le projet. Je veux aussi personnellement souligner le travail de l'équipe du conseil régional, mes collègues de travail, à commencer par Marie-Michel, qui, je dirais, a joué beaucoup de rôles dans ce projet-là. C'est à la fois l'idéatrice, avec Marie-France Lavoie du comité ZIP Côte-Nord du Golfe, la coordonnatrice du projet, la chef de chantier, c'est elle qui avait le chapeau blanc sur le chantier, puis je dirais même la funambule, parce qu'il y a eu tellement d'ajustements, de modifications qui ont dû être apportées en cours de route pour différentes raisons. Je veux quand même dire une petite anecdote. La première journée où on a mis les pieds à la pointe de Moisy, à l'été 2017, pour planifier les travaux, on s'est rendu compte que toute la planification qu'on avait faite à l'automne précédente, on devait la refaire parce que c'est un milieu qui est tellement dynamique. Il y avait eu des énormes tempêtes à l'automne. Donc, la cartographie qu'on avait faite, elle ne tenait plus. Il y avait quand même du travail à faire et Marie-Michel a fait ça, évidemment, dans la joie et l'allégresse. Je tiens aussi à souligner le travail exceptionnel de Joanie Jacques au niveau des communications. Vous avez vu passer les communications du projet au niveau de Facebook, entre autres. Ça a été vraiment énormément de publications, puis ça a donné des résultats, à mon avis, sans précédent pour le conseil régional en termes de visibilité. Le travail de Julie Foucault-Devien aussi, qui est avec nous derrière. C'est difficile de se cacher avec les beaux t-shirts de l'équipe terrain. J'ai mis ma chemise de la même couleur, d'ailleurs c'était voulu, je vous l'avoue, mais qui nous a aidé aussi à coordonner les activités de cet été et les autres membres des équipes terrain 2017-2018, principalement des étudiants, mais aussi Félix Gagnon,
du comité cible Côte-Nord du Golfe, Justine Saint-Gelais, qui a été là comme étudiante les 2 étés. Ça, il tentait vraiment de revenir après la première été, est revenu. Valérie Houd, Simon Barry, Raphaël Jonathan Beaupré, donc des étudiants qui sont venus pour la plupart de l'extérieur de la région pour nous aider à réaliser le projet. Le CRSN, évidemment, tient à remercier plus de 150 bénévoles, de tout type de bénévoles, hein, des gens qui ont accompagné des groupes scolaires, des gens qui sont venus faire des plantations, qui ont contribué pour des raisons logistiques. Là, je pense en particulier à Marc Fafard, Marie-Josée Desrosiers, Joanne Roussy à la 8e île, Yann Crousset, Steve Dubreuil, qui ont rendu des services au Conseil régional pour ce projet-là. Philomène Jourdain et Lauréat Moreau qui ont traduit gracieusement les informations des panneaux de sensibilisation et d'information en Innu. Donc, c'est un travail qui était quand même important et essentiel. Il y a aussi des organisations qui ont contribué en fournissant de la main-d'œuvre pour les activités du projet, la Corporation de protection de l'environnement de cette île, la MIC, la SADC Côte-Nord, le Club d'ornithologie de la Côte-Nord, le groupe scout de cette île, la Sûreté du Québec, le Centre d'amitié autochtone et le Carrefour Jeunesse Emploi du Plessis. J'espère que j'en oublie pas. Mais ces gens-là ont été essentiels, je dirais. Ils nous ont fourni les travailleurs qui étaient nécessaires pour réaliser les activités. Je vais terminer, avant de céder la parole à nos partenaires principaux et majeurs, par une très légère mise en contexte du projet. Je ne ferai pas un historique, je ne retourne pas à la période paléolithique, mais quand même, il faut dire que c'est un site exceptionnel, la Pointe de Moisy. Puis un des éléments qui le rend exceptionnel, c'est l'utilisation ancestrale qu'en ont fait les humains. Hein. Plusieurs millénaires d'utilisation par comme nos amis les Autochtones, mais aussi un village de pêcheurs, une ancienne base militaire qui était située tout près. Donc, beaucoup d'activités humaines. Puis on sait que ça s'est terminé dans les années 90 avec une occupation illégale, parce qu'on a appelé des squatteurs, les gens qui se sont installés illégalement sur des terres publiques. Et c'était le premier dossier que j'ai eu à traiter comme membre de l'équipe du Conseil régional à l'époque, fin 90. Ça dit un peu mon âge, là, mais la ville de Moisy qui nous interpellait pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ce problème-là qui est chez nous. Et ça a pris une dizaine d'années, après la fusion avec la ville de Sept-Îles, pour que le ministère des Ressources naturelles intervienne et, disons, fasse le ménage des occupants. Mais ce qui est resté par la suite, c'est un territoire où il y avait énormément de déchets, des tonnes de déchets, qui avait un milieu fragmenté. Puis Marie-Michel va vous en parler de manière beaucoup plus convaincante tout à l'heure, avec des exemples visuels. Mais il y avait du travail à faire. Et la première activité qu'on a fait comme Conseil régional d'environnement, incité par des gens de la base de villégiature, c'est de faire un nettoyage terrain. Donc d'aller récupérer ces tonnes de déchets-là, entre autres, là, plusieurs tonnes de déchets sur la pointe et aux alentours de la pointe. Ça, c'est en 2011-2012. En 2015, on a produit pour la Corporation de protection de l'environnement de cette île un portrait des milieux naturels. La pointe de Moisy a alors été sélectionnée, si on peut dire, comme un des 20 sites d'intérêt écologique de la région du territoire de cette île. Et ça avait été ciblé par l'étude, mais également par le comité de suivi. On avait identifié plusieurs problématiques, évidemment, dont celle que je viens de nommer. Et il était ressorti l'idée de générer un projet de restauration de ce site-là. C'était également un site qui apparaissait dans les sites d'intérêt pour la conservation du comité cible Côte-Nord du Golfe. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas se joindre et développer un projet, ce qui a été fait donc en 2016, un an plus tard, sous, je dirais, la direction de Marie-Michel et de Marie-France, qui avaient eu une idée à ce moment-là. Donc, on a démarré la recherche de financement. Les deux partenaires principaux ont été les premiers à s'associer au projet, c'est-à-dire la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, pour un total de 125 000 $ et Écoaction d'environnement et changement climatique Canada pour un total d'un peu plus de 82 000 $. Donc, ça faisait à peu près quasiment 200 000 $. Et après ça, les autres partenaires, j'en ai nommé plusieurs, là, pour un total final de plus de 300 000 $ qui ont été investis dans ce projet-là. Donc, les chiffres ne sont pas encore tous compilés, comme je le disais, c'est assez complexe, mais donc plus de 300 000 $ d'investissement. Et évidemment, un rayonnement, je pense, on a essayé de faire le plus possible avec les gens localement pour s'assurer que ce projet-là allait vivre dans le temps. Donc, de 2016 à 2018,
on est entré dans une phase de mise en œuvre. Tout à l'heure, dans quelques minutes, Marie-Michel va vous présenter les différentes activités qui ont été réalisées. Mais avant ça, je souhaite inviter quelques partenaires qui ont souhaité prendre la parole à vous émettre quelques commentaires, en commençant par le partenaire principal qui est la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement. Donc, j'inviterai Mme Julie Dubé, chef relations avec le milieu, territoire Côte-Nord d'Hydro-Québec, à venir vous dire quelques mots. Et bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Écoutez, la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, c'est un CA qui est externe à Hydro-Québec. Donc, c'est vraiment une activité, on donne de 1,5 à 2 millions par année, partout au Québec. Il faut dire que cette année, la Côte-Nord a été très, très active auprès de la Fondation. On a inauguré 3 beaux projets. Un au Bergeron il y a 2 semaines, un à Bécomo la semaine dernière et un dans la région de Sept-Îles cette semaine. C'est un extraordinaire projet, je vous dirais. La Fondation va financer des projets qui protègent les milieux naturels, ce qu'on a ici, qui fait preuve aussi d'éducation et de sensibilisation, donc qui va être périn dans le temps, mais aussi qui fait participer les collectivités locales. Fait que je pense que votre projet, c'en est un qui est exemplaire au sein de la Fondation. Il a été remarqué, c'est pas pour rien qu'il a été financé très rapidement suite à votre demande. On est très fiers de faire partie de ce projet-là. C'est pas nous qui l'avons mené, bien évidemment. On a participé à notre façon, mais c'est ceux qui l'ont fait qui méritent toute l'attention aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vais m'arrêter dans 1 ou 2 secondes parce que je tiens à vous féliciter d'avoir fait ça parce que c'est un des projets qui va faire en sorte que les gens d'ici aiment leur région pour des choses comme ça, puis que les gens d'ailleurs vont venir voir notre région pour des choses comme ça aussi. Donc, c'est bien pour nous, mais c'est bien pour toute la collectivité. Je suis à peu près certaine que tous les gens qui ont mis la main à la pâte, les organisateurs, les bénévoles, la collectivité, les citoyens qui ont mis la main à la pâte vont garder les bonnes habitudes. Donc, ça fait en sorte que ce projet-là va durer dans le temps. Donc, je félicite le Conseil régional de l'environnement ainsi que ses partenaires qui ont participé à ce beau projet-là. Les autres partenaires financiers, bien évidemment, parce qu'on sait que ça prend des sous pour mener à bien des projets d'envergure comme celui-là. Mais aussi tous les bénévoles qui ont participé, le milieu d'éducation, parce que ça prend du monde autour de ça, puis vous avez su aller les rallier, puis c'est ce qui fait en sorte que ça marche bien, puis qu'aujourd'hui, Marie-Michel peut accoucher de ce beau projet-là. Fait que ça me fait plaisir d'être là avec toi, mais je ne parlerai pas plus longtemps parce que je vais vous laisser la parole là, pour nous en parler un peu plus. Donc, merci beaucoup de votre invitation, de votre accueil, puis encore félicitations pour tout ça. Merci, Mme Dubé. Donc, maintenant, à tout seigneur, tout honneur, on va laisser la parole à M. Régent Porlier, maire de Sept-Îles et préfet de la MRC, pour vous adresser quelques mots au nom de ces 2 organisations et partenaires majeurs du projet. Bonjour tout le monde. Merci au Conseil régional de l'environnement. Merci Marie-Michel, Joanie, M. Tonomé. Merci de nous donner une pointe de Moisy qui, tu l'as dit Sébastien, c'est un joyau. Hein? C'est un de nos beaux endroits à cette île. Et il n'y a pas si longtemps ça, si on recule, te compte un peu l'histoire, mais c'était pas très beau à voir. Alors, se réapproprier, ça va permettre aux gens de se le réapproprier. Ça, pourquoi je suis le plus confiant aussi, tu en as parlé, Julie, c'est le fait que, d'abord, c'est les gens qui l'ont fait, c'est la collectivité qui a mis la main à la pâte, et particulièrement les jeunes qui sont probablement les meilleurs ambassadeurs au niveau de l'environnement, qui vont rappeler à leurs parents, à l'occasion, « Hey, c'est nous autres qui avons fait ça, fais attention », puis qu'eux-mêmes vont se le transmettre, vont se faire, il va y avoir un peu d'autogestion de tout ça, et c'est merveilleux. L'érosion des berges, c'est encore des gens qui pensent que c'est de la fiction, là. Pas juste M. Trump qui pense que c'est pas vrai, l'environnement, qu'est-ce qui se passe. C'est une réalité. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un petit chalet sur le bord de l'eau, hein, puis l'érosion, elle frappe là aussi. Il n'y a pas si longtemps, j'avais encore des voisins qui regardaient ça, puis ils disaient ben non, tu sais, avec les 4 roues, puis on descend, puis on monte, puis c'est pas de problème. Mais j'entendais mes voisins il n'y a pas si longtemps. Ouais, mais il y avait peut-être raison. Il y avait peut-être raison, là, parce qu'effectivement, quand la marée, les grandes marées arrivent, puis là où ils ont descendu, là, clairement, ça devient des corridors, là, ça se lave tout, puis donc là, je les voyais planter des choses. Fait que, on est sur la bonne voie. C'est un travail de longue haleine, la sensibilisation, la conscientisation. Mais la remise à neuf, comme ça, donc, en tout cas, c'est vraiment une belle initiative, vraiment un beau projet qui n'a pas été dur d'appuyer. Merci aux partenaires, naturellement, là, les partenaires importants, tous les partenaires. C'est des travails d'équipe. C'est pour ça que je crois que ça va perdurer, moi aussi.
Puis on va surveiller ça. De ce côté de la ville, on va surveiller ça. Fait que félicitations pour le beau travail. Hein, puis merci d'être là et d'amener des belles idées comme ça. Bien, merci. C'est en fait ce qui conclut la partie la plus protocolaire de l'activité. Je vais maintenant inviter Marie-Michel à vous faire une présentation de ce que ça donne finalement, ce que ça a donné ces 2 années de travail-là, 2 années de plus de travail-là, sur le dossier le projet Préservons la Pointe de Moisy. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Marie-Michel Morneau. Je suis coordonnatrice du projet Préservons la Pointe de Moisy. Mais je suis aussi chargée des dossiers en conservation au Conseil régional de l'environnement et adjointe à la direction. Donc, comme le dit Sébastien, aujourd'hui, je vais prendre un temps pour vous présenter la mise en œuvre du projet puis les résultats qui en découlent. Et la présentation devrait durer une vingtaine de minutes. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à m'interrompre pour des questions pendant la présentation, ça va vraiment me faire plaisir. Et puis dans tous les cas, là, si vous avez des questions plus générales là, à la fin de la présentation, on est là pour ça. Et aussi, suite à la présentation, bon, on a une météo plutôt froide. Donc, c'est pour ça qu'on a fait l'événement à l'intérieur. Mais s'il y en a qui veulent venir avec nous, visiter le site, qui ne l'ont pas vu, ça va nous faire plaisir. On a les véhicules avec nous, on va covoiturer tout simplement, puis on vous montrera les travaux sur place. Donc, je commence. Et je voulais tout d'abord vous faire une petite introduction au milieu naturel de la pointe. Vous expliquer pourquoi on s'est intéressé à ce site. La pointe de Moisy, en fait, c'est une flèche littorale, hein, et puis elle agit comme une barrière naturelle. Donc ça permet des eaux calmes où les oiseaux vont s'arrêter en halte migratoire, par exemple des canards marins. Aussi, ça permet des eaux calmes où s'accumulent les vases et c'est ce qui a créé des vasières de part et d'autre de la flèche littorale. Ça aussi, c'est des milieux intéressants. On en retrouve plusieurs mollusques et micro-organismes desquels s'alimentent les oiseaux de rivage là, de la famille des limicoles, les petits oiseaux échassiers. Le couvert végétal il est dominé par les limes des sables et la mophylle à ligule courte, qui sont des graminées qui ressemblent au blé. Et ce couvert végétal offre un habitat important encore pour les oiseaux. C'est un site de nidification pour la sterne pierre-garin, qui va nicher à l'orée de l'élime des sables. Et un autre bel exemple, c'est le bruant des prés, qui lui va spécifiquement nicher dans la mophylle à ligule courte. Il est rattaché à cette plante-là. Ensuite, dans le couvert végétal, comme c'est une belle prairie, qui est un milieu quand même particulier, un milieu côtier, on a plusieurs micro-mammifères qui, eux, vont contribuer à l'alimentation des nombreux oiseaux de proie qui vont fréquenter le site. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, on a toute une chaîne trophique là, qui tourne autour de la pointe et qui présente une belle biodiversité. En tout, on a 175 espèces d'oiseaux différentes qui sont recensées à la pointe de Moisy. Au Québec, on en a 400. Donc, ça représente plus du tiers des oiseaux québécois qui passent par la pointe de Moisy. Donc, c'est vraiment une diversité impressionnante. Et puis, je vous parle d'oiseaux, mais ces oiseaux-là, ils ont un régime alimentaire différent. Donc, ils sont indicateurs d'une plus grande biodiversité, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est un milieu très intéressant. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est à l'embouchure d'une de nos plus belles rivières à saumon, la rivière Moisy, et que les plages de la pointe représentent un site de frai important pour le caplan. Le caplan vient rouler sur les plages, dépose ses œufs, puis c'est une espèce fourragère, donc qui est à la base de la chaîne alimentaire du fleuve Saint-Laurent. Donc, une espèce importante à préserver. Et pour finir, toutes ces belles ressources naturelles attirent plusieurs personnes pour la cueillette, la chasse, la pêche, l'observation. Et comme Sébastien l'a mentionné, c'est un site qui a un patrimoine culturel très intéressant. Et juste pour le panorama aussi, ça vaut vraiment la peine. C'est un site qui est très beau, qui fait partie de nos joyaux, comme l'a mentionné M. le maire. Donc, je vous ai présenté les beaux côtés. Maintenant, les problématiques, ce à quoi on faisait face. Comme vous pouvez voir là, sur l'image en haut à droite, ça c'est une photo aérienne qui date de 2011.
C'est tout ce qui est en rouge, c'est tout le circuit le réseau de sentiers qui a été créé pendant l'occupation des squatteurs dont on vous parlait. Donc, imaginez qu'il y avait 200 personnes qui avaient des habitations sur cette pointe-là et qui circulaient en véhicule motorisé pour se déplacer d'une habitation à l'autre, bien entendu. Donc, ça a créé toute cette toile qui a fragmenté la végétation et qui est encore aujourd'hui malheureusement entretenue parce qu'il y a encore des véhicules motorisés qui circulent sur cette pointe. Et donc, il y avait des problèmes de dérangement phonique et même de mortalité, là, comme vous pouvez voir sur la photo, par rapport au site de nidification. Et puis, des problèmes de déchets. Malgré les grands efforts de nettoyage qui ont été faits, il y avait quand même des résidus, c'est sûr, parce que les quantités de déchets étaient tellement importantes à l'époque. Donc, on en retrouve encore des traces aujourd'hui. Et les déchets qui sont laissés par les usagers là, actuels qu'on peut observer. Et puis, je vous ai mis des photos un petit peu des exemples avant le projet. J'ai oublié juste un petit truc. Donc, nous, les objectifs du projet, on avait 5 champs d'action qui avaient pour objectif de refermer le couvert végétal pour restaurer l'habitat. On avait aussi comme but de concentrer la circulation pour limiter les impacts, donc le dérangement de la faune, le piétinement de la végétation, et sensibiliser les usagers à adopter des bons comportements sur le site. Donc, c'était vraiment ce que l'on cherchait à faire au travers du projet. Comme je l'ai dit, on avait 5 volets, donc je vais vous les présenter un à un. Donc, le premier volet, qui est vraiment le cœur du projet, c'était la restauration des milieux naturels. Donc, on a commencé par un nettoyage du site en 2017 et on a fait un appel citoyen pour faire un nettoyage bénévole. Malheureusement, la météo n'était pas au rendez-vous. On a eu peu de participants. Donc, l'année suivante, cet été, on a décidé de faire appel directement à des groupes corporatifs pour aller chercher des groupes clés, là. Encore là, ça n'a pas été facile le recrutement parce qu'ils étaient plus intéressés à venir planter avec nous. Mais c'est pas plus mal, hein, ils contribuaient quand même à nos activités. Donc, pour le nettoyage, on a eu seulement 25 bénévoles, mais notre équipe a pallié à ça, puis on a fait du nettoyage tout au long de l'été. Finalement, on a fait 3 voyages de camions de déchets, puis les nouvelles poubelles qui sont installées sur le site là, sont constamment pleines et bien utilisées, donc c'est bon signe. Pour ce qui est de la plantation, l'élément le plus important, on a planté et transplanté plus de 100 000 plants. Donc, la majorité des plants, c'était en provenance des horticulteurs, mais on allait aussi chercher des plants dans des zones où est-ce que la végétation est en bonne santé pour les transplanter. On a fait des tests aussi là, avec de la transplantation d'arbustes. Et puis, ça a bien fonctionné. On a fait l'aménagement de 8 barrières d'ensablement. Ça, c'est lorsque les dunes sont fragmentées par le passage répété de véhicules motorisés. Donc, ça coupe carrément la dune, ça crée un trou et ça fait une entrée là, par lesquelles, lorsqu'il y a des grandes marées, là, il peut y avoir des langues de sable qui vont venir détruire le couvert végétal. L'ensemble de ces activités terrain, la première année, ont été réalisées avec le comité ZIP Côte-Nord du Golfe. Donc, on était une équipe de 5, dont 2 employés du comité ZIP. Comme c'est un projet en milieu côtier, on a profité de leur expertise la première année, puis après, on a pu poursuivre les travaux. Comme on ne pouvait pas aller sur le terrain aujourd'hui, j'ai mis des petites photos avant-après pour vous donner une idée. Donc, à gauche, c'est vraiment la plantation en 2017. Et la photo ici à droite, après, c'est cet automne, là, en septembre 2018. C'est sûr que vous allez dire, elle a choisi sa photo. Effectivement, ce n'est pas toutes les placettes qui poussent aussi bien, je ne vais pas vous mentir, mais ce que je voulais que vous voyez, c'est à long terme. Dans tous les cas, les placettes devraient se rendre à ce résultat-là. Il y en a que ça va prendre 2 ans, 3 ans. Celle-ci a pris 1 an. C'est parce qu'elle était dans un milieu très propice. Mais en plus, elle a été plantée par des enfants. Tu sais, c'est pas facile, là. Fait que c'est les enfants qui l'ont plantée, puis elle a vraiment bien pris comme ça. Donc ça, c'est un bel exemple. Et puis, un exemple d'une barrière d'ensablement. Donc, lors de la construction, ensuite, à l'automne 2017, lors des grandes marées, comment elle s'est remplie de sable. Et puis, cette année, comment la végétation est en train de vraiment refermer la ligne de dune.
Dans nos activités de restauration, il ne faut pas oublier le volet très important des activités scolaires. En collaboration avec l'Éco-Patrouille, on a pu accueillir 298 jeunes sur le site à l'été 2017. C'est vraiment pas rien. En fait, on a eu 8 autobus qui ont transporté 16 groupes scolaires sur le site. L'Éco-Patrouille a fait la lecture du conte de Merlin Lélim. On a animé des jeux, puis les enfants ont été invités à planter leurs propres élimes. Donc, on a pu sensibiliser la génération de demain. Ça a été un réel succès. Les enfants ont apprécié et nous aussi. À travers ce volet de restauration, c'est près de 150 bénévoles, comme l'a dit Sébastien auparavant, qui ont été impliqués dans les activités, tant pour la plantation, donc on a des groupes corporatifs comme la SADC ou les cadets de la Sûreté qui sont venus planter, et les scouts, les camps Chipec qui sont venus. On avait des citoyens bénévoles à la plantation, au nettoyage, des parents qui ont aidé pour l'encadrement des groupes scolaires. Donc tout ça, ça fait des personnes impliquées et puis qui se sont appropriées le site et puis qui maintenant sont sensibilisées à l'enjeu des milieux côtiers. Le deuxième volet, c'est la signalisation. C'est important pour nous de vraiment bien informer les gens sur le site. On a commencé par des panneaux d'information temporaires avec une carte préliminaire qui présentait le circuit de sentier, les travaux en cours. Et puis, on avait des premiers panneaux permanents en 2017 qui étaient au sujet des sites de fret du Caplan, donc où on disait les périodes de la fret du Caplan, puis on invitait les gens à ne pas circuler en véhicule motorisé sur les plages. On signalait aussi l'aire de repos où les oiseaux marins avaient besoin de tranquillité et où il y avait beaucoup de dérangements. Et on a tenté d'encadrer la zone de nidification de sternes à l'aide de cordages et d'affichettes saisonnières. 2017, en tant qu'à parler des sites de nidification, il y a aussi la découverte du site de nidification d'hirondelles de rivage, ce qui m'amène à l'année 2018, où là, on a vraiment mis plus d'accent sur l'affichage permanent. Et donc, l'hirondelle de rivage, on a fait un panneau permanent la signalant. Pourquoi? Parce que cette population-là est en déclin de 90 %. C'est vraiment une espèce en péril. Et puis nous, à cette île, on a la chance d'avoir une colonie à la pointe de Moisy. Donc, on en informe les gens, puis on précise les bons comportements à adopter. On a du même coup installé un panneau permanent pour la colonie de sternes, parce que la colonie de sternes, en fait, les enclos, ça ne fonctionnait pas. La deuxième année, la colonie a niché à différents endroits sur la pointe, donc ça devenait impossible de fermer la zone. Et en plus, ça attirait les curieux, fait qu'on a créé plus de dérangements. Donc, notre objectif n'était pas atteint. Donc, en installant un panneau permanent, là, on informe mieux de la zone, et puis elle est indiquée sur la cartographie. On a des panneaux d'accueil qui sont permanents. Donc là, on retrouve la cartographie, le projet, quelques photos. On sensibilise encore au bon comportement. Et on a mis un très, très gros panneau de bienvenue avec les bons comportements adoptés sur le site là, pour vraiment sensibiliser à circuler dans les sentiers, laisser son véhicule dans les stationnements, rapporter ses déchets. Et puis, même en collaboration avec la Ville, il y a des poubelles qui avaient été installées par la Ville sur le site, ce qui est quand même un point très important. Puis, on va avoir des panneaux de sensibilisation qui vont être posés l'année prochaine sur les nouvelles poubelles à 3 voies pour sensibiliser à garder nos plages propres puis à ramener les déchets. Le troisième volet, c'était la sensibilisation de la population locale. Ça a commencé en 2016 avec des ateliers auprès de la population et de la communauté Innu et des intervenants. Le but était d'informer sur le projet, qu'est-ce qui s'en venait, prendre les avis, les opinions, voir s'il y avait des choses à adapter. Ensuite, d'un côté plus ludique, on a aussi organisé 4 excursions d'interprétation en collaboration avec le Musée régional de la Côte-Nord. Et là, on présentait le patrimoine naturel et culturel du site. On voulait que la population s'approprie la richesse qu'elle avait sur son territoire. On a parlé de la route traditionnelle Innu, des premiers occupants, pêcheurs, de la base militaire. On a aussi présenté la faune, la flore, comment elle était intimement liée à la colonisation de la pointe par l'homme. Et finalement aussi, on avait la distribution de dépliants. Donc nous, sur le terrain, vous avez vu, on avait ces T-shirts-là tout l'été
était facilement reconnaissable et on distribuait les dépliants pour présenter le projet. Puis il y a aussi l'éco-patrouille. Dans ces activités de porte-à-porte, on distribuait notre dépliant en français et en inou. Donc, on a pu donner une belle visibilité à travers ces activités. Le quatrième volet qui a occupé une grosse partie de nos activités en 2018, c'est l'encadrement du circuit de sentier. Donc là, on avait vraiment le désir de concentrer la circulation dans un seul circuit de sentier pour limiter la toile rouge que vous avez vue auparavant à une boucle qui fait le tour de la pointe. C'était pas évident de trouver comment baliser ce sentier-là. On avait plusieurs contraintes. On se trouve en terre publique, il faut garder libre accès. Les infrastructures doivent être mobiles, donc on ne peut pas couler, par exemple, des pièces dans le béton sur place. Et il y a les règlements municipaux aussi à respecter. On ne peut pas utiliser de la corde, par exemple, pour faire du balisage. Donc, on a décidé d'y aller pour des balises visuelles, en fait, des repères visuels. Et puis, c'est des billots de bois qu'on a implantés tout le long du sentier. Et puis, c'est pas rien, c'est 320 billots de bois qu'on a plantés avec, comme vous voyez là, sur la photo, on avait une tarière avec notre équipe et puis on les a mis. Et c'était des billots que Marc ici est présent et qui a fabriqués. Et puis, nous, on est venu les finaliser là, avec un coup de pinceau. Et parlant de coups de pinceau, ben, on a eu l'aide des enfants. Donc, encore une fois, une collaboration avec l'Éco-Patrouille cette année. On avait une activité de peinture avec 7 groupes scolaires. Donc, il y a à nouveau 115 élèves qui sont venus sur le site, qui ont eu une lecture du conte Merlin Lélim et qui ont pu faire leur œuvre créative sur les balises pour enjoliver le site. Notre dernier et 5e volet, c'est les activités de communication, la visibilité du projet. C'est vraiment très important, puis ça a donné en fait beaucoup de résultats pour nous. On a fait beaucoup de publications Facebook, les communiqués de presse, on a une couverture très intéressante, médiatique au niveau de la région. Merci aux médias. Et on a fait des affichettes, des événements, tout ça, à tel point que les gens me reconnaissent. C'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup là, dans la vie, mais je trouve que, en fait, ça démontre que les gens ils ont entendu parler du projet. Ils venaient m'aborder, il y avait des questions à me poser parce qu'ils comprenaient ce qu'on faisait. Et puis ça a amené le respect sur le site. Sans ça, ils ne seraient pas parvenus. C'est un volet très important. Et même avec les chandails, ça nous aidait beaucoup à nous faire reconnaître sur le site. Les gens étaient à l'aise de venir nous parler. Donc, voilà, ça fait le tour de nos activités, des résultats qu'on a eus. Je voulais juste souligner que, bien entendu, nous, à la base, ce n'était pas un projet d'aménagement, c'était vraiment un projet de restauration des milieux naturels. On avait tout de même le désir d'encadrer le site pour encourager les bons comportements dans le temps, pour conserver les efforts qu'on a faits sur ce site-là. Mais on souhaite que par ce projet, on va avoir donné envie à la communauté de poursuivre ce qu'on a commencé et puis continuer l'encadrement et l'aménagement du site. C'est ce qu'on souhaite pour la Pointe de Moisy. Merci à tous les partenaires. Je ne répéterai pas tous les remerciements à Sébastien, mais j'accompagne et j'abonde dans le même sens.